Dr House. Ouais. Non, pas encore. Je fais mon petit topo rapide. Qui connaît un peu Dr House? Vous l'avez tous vu? Pour une fois. Non, c'est déjà sérieux. Silence, s'il vous plaît. Dr House. Oh. Série créée en 2004 par David Shore. C'est le showrunner David Shore. C'est le directeur de collection, donc c'est lui qui chapeaute un peu tous les scénaristes qui bossent sur la série. Il y a 177 épisodes de 42 minutes chacun. Donc de 2004 à 2012. En 2008, c'était la série la plus regardée au monde et la plus populaire au monde lors de la saison 4. On va voir ce que j'appelais l'ADN tout à l'heure, la charte. Je vous ai demandé pour votre propre série d'essayer de définir une charte, une carte d'identité visuelle et thématique de la série. Sur Dr House, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les éléments qui reviennent à chaque fois? Alors déjà, il y a la structure. On est dans un formula show. Ça veut dire que la structure se répète à chaque fois. Donc le formula show, 42 minutes, on a 3 pauses pub. À peu près toutes les 10 minutes, il y a une pause pub. Donc pause pub numéro 1, pub 2, pub 3. Les plot points sont juste avant, les points pivots sont juste avant les coupures publicitaires. Juste avant la première coupure publicitaire, vous avez très souvent un patient qui fibrile, qui va mal. Vous avez un point de non-retour juste avant la coupure pub numéro 2. Là, il va y avoir, dans l'épisode qu'on va voir, quelqu'un qui va dire le patient est condamné. Cette fois-ci, il ne peut plus s'en sortir. Donc ça, c'est le point de non-retour. Vous avez également un plot point avant la coupure pub numéro 3. Et bien sûr, vous avez acte 1, acte 2, le plat de résistance central, et acte 3, la résolution. Alors, dans le prologue, dans l'acte 1, ça se passe quasiment toujours de la même façon. Il y a un malade qui tombe malade. On a la caméra qui rentre à l'intérieur du corps, en image de synthèse, qui nous montre un petit peu les virus qui se déclenchent, les microbes qui attaquent le système immunitaire. Parfois, il y a une fausse alerte. C'est-à-dire qu'on voit un personnage qui commence à être tout rougeau, tout essoufflé. On croit que c'est lui qui va être le malade de l'épisode. Et puis, tout d'un coup, derrière, dans le public, il y a quelqu'un qui s'effondre. Et en fait, c'était une fausse alerte. Souvent, les scénaristes jouent avec l'attente qu'ils ont réussi à susciter dans les épisodes précédents. C'est un jeu entre les scénaristes et le spectateur. Qui va être la victime? Après, il y a le générique. Bon, ça, on verra ça plan par plan pendant la projection du film. Vous avez ensuite, dans la première partie, plutôt dans la deuxième partie de l'acte 1, après le générique, le fameux diagnostic différentiel. Ça revient à chaque fois. House est au tableau, comme je le suis actuellement. Il y a son équipe devant lui. Et là, il va se comporter comme Socrate avec ses disciples. Alors, il y a un petit livre qui a été écrit là-dessus, qui s'appelle Philosophie en série, écrit par Thibaut de Saint-Maurice, si vous avez l'occasion. C'est un bouquin qui analyse sous l'angle, le mec est prof de philo, Thibaut de Saint-Maurice, et il analyse sous l'angle philosophique 24, Dr House, Desperate Housewives. Dans ce livre, on se rend compte, l'auteur dresse un parallèle entre Socrate et Dr House. Dr House fait ce qu'on appelle de la dialectique socratique. Il essaye d'obtenir la vérité en posant des questions. C'est un jeu de ping-pong, de questions-réponses entre lui et ses disciples, entre lui et son équipe. Et plus particulièrement, il pratique ce qu'on appelle la maïeutique. Il essaye d'accoucher son public. Il joue le rôle de sage-femme. Il essaye de leur faire dire, lui, il connaît déjà la réponse. Il essaye de leur faire dire la réponse. C'est-à-dire qu'eux connaissent la réponse inconsciemment, et lui, par son jeu de questions-réponses, il les aiguille, plus ou moins subtilement,
vers la piste qui l'intéresse. Parce que le grand thème de House, le thème principal, c'est la quête de la vérité. En fait, le projet initial de David Shore, le showrunner, c'était de transposer des émissions telles que NCIS, les experts, dans le milieu médical. Dans la première version de Dr House, il n'y avait pas un personnage principal, mais il y avait toute une équipe, un peu comme dans les experts, et ils essayaient de résoudre une énigme qui n'était pas là pour le coup criminelle, mais qui était médicale. Et puis finalement, au fur et à mesure que David Shore et ses scénaristes resserraient sur un seul personnage sur Dr House, ça s'est mis de moins en moins à ressembler à NCIS et de plus en plus à Sherlock Holmes. Il y a un parallélisme évident entre Holmes et House, déjà au niveau de la sonorité. Mais vous noterez que le meilleur ami de Holmes s'appelle Watson, le meilleur ami de House s'appelle Wilson. Ils sont tous les deux drogués. Ils ont tous les deux une vivacité d'esprit, de déduction. Ils sont tous les deux hyper rationnels. Très cyniques aussi. Très cyniques. Ils n'ont pas une grande estime pour le genre humain. Oui, ils ont des problèmes de sociabilité. Problèmes de sociabilité évidents. Et ils pratiquent l'empirisme. C'est du rationalisme empirique. Alors l'empirisme, qu'est-ce que c'est? On fonde la connaissance sur l'expérience. Donc House, il fait souvent des tests. Les patients servent un petit peu à leur corps défendant de cobaye. Il va faire des tests, il va tester des moyens de guérison très dangereux. Parfois, c'est très limite d'un point de vue éthique. Mais il ne croit qu'à ce qu'il voit. Pour lui, en fait, la tagline de la série, c'est « Everybody lies ». Tout le monde ment. Dès le premier épisode, House dit « c'est pas la peine que j'aille voir les patients, parce que de toute façon, ils mentent tous, à chaque fois, ils ne disent jamais la vérité ». Et même là où ça se complique, c'est que même parfois les symptômes, eux aussi, ils mentent. Un symptôme qui a l'air d'être au hasard un lupus va être finalement autre chose. Donc la quête de la vérité, grâce à deux méthodes, le rationalisme empirique et la dialectique socratique, et plus particulièrement la maïeutique. Alors comment les scènes de diagnostic différentiel se présentent? House est devant son tableau, il met toutes les hypothèses comme ça sur le tableau, il les barre une par une, et en fait il va resserrer, on ratisse large au début, et puis on resserre sur une hypothèse qui va être privilégiée à la fin. Et au début on ratisse large, on élimine, on épluche, on élimine une par une les possibilités. Et alors au niveau du dialogue, il y a un truc qui est très très bien fait, c'est ce que j'appelle l'art de la fugue. Vous voyez les fugues, Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Vous avez une note musicale, une ligne musicale qui commence, appelons-la la ligne A, et il y a une deuxième ligne mélodique qui arrive par en dessous, et les deux lignes se répondent. Par un moment, elles se superposent, par un moment, la ligne B remonte à la surface, puis hop, elle redescend en souterrain, puis hop, elle remonte. Et là, dans les dialogues de Dr House, et notamment dans les scènes de diagnostic différentiel, c'est pareil. Vous avez en intrigue principale, en ligne A, le cas du patient. Donc là, on énumère, est-ce que c'est le foie, est-ce que c'est les poumons? Vraiment, c'est une discussion très très médicale. Et vous avez en intrigue B, secondaire, souvent des histoires d'ordre privé. Est-ce que Chase est sorti avec Cameron? Pourquoi est-ce que le Black, je ne sais pas comment il s'appelle, il est arrivé en retard? Pourquoi est-ce que Cuddy elle culpabilise? Voilà, donc cette intrigue B, elle commence un peu plus tard dans la discussion, et c'est House qui, un peu comme la mouche du coche, va ponctuellement remettre au premier plan cette intrigue B. Donc elle est en dessous, en pointillé, puis de temps en temps, tac, elle remonte, puis elle redescend, puis tac, ça remonte, puis ça redescend, tac, et souvent ça conclut. C'est ce qui conclut la séquence. Neurologie de 71 ans, souffrant de légers tremblements, mélanome localisé et retiré il y a 2 ans, cataracte et... Ah oui, il ne peut plus respirer. Ne tenez pas compte des lacérations au visage, elles sont derques, mais non pertinentes. Vous voulez savoir pourquoi? Vous avez votre canne?
Non, pourquoi les lacérations sont berques? Il s'apprêtait à disséquer un de ses rats de laboratoire quand il a eu son malaise. La sale petite bête lui a sauté dessus et s'est fait un plan moyenâgeux sur sa tête. Quoi, j'ai la braguette ouverte? Donc la douleur est revenue. Non, il n'a rien senti, il était inconscient, probablement parce qu'il n'arrivait plus à respirer. On parle de vous. Et moi non, de toute évidence. Vous allez voir, c'est comme du morse, un peu, bip, 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 bip. Ça vient par, ponctuellement, par intervalles irréguliers. Quelquefois, ils parlent des deux en même temps. Et quelquefois, ils parlent les deux en même temps, tout à fait. Les deux se rejoignent. Quelquefois, ça résout aussi le problème. Alors, quelquefois, il y a, j'en ai pas encore parlé, mais dans l'acte 3, il y a l'illumination. Il y a House qui a tout à coup un éclair de génie. Et l'illumination, c'est un mécanisme de préparation paiement. On avait vu ça l'année dernière. C'est un truc un détail qui a été amené bien souvent très en amont, peut-être parfois pendant la discussion, pendant le diagnostic référentiel. Et là, tout d'un coup, à la faveur d'un détail incongru, House se rappelle du truc et se dit « oui, c'est pour ça, il faut soigner le patient de telle manière ». Et là, à partir de là, le patient est sauvé. Mais ça arrive très très tardivement. La partie Fun and Games, à chaque fois, c'est l'équipe qui va, donc avant la deuxième pause pub, c'est l'équipe qui va visiter le domicile du patient. On essaye de trouver dans le domicile du patient des indices qui pourraient nous éclairer sur sa maladie. Donc les gens rentrent, l'équipe de House rentre le plus souvent par effraction chez les malades, et ils essayent, alors il y a un petit sentiment de transgression, un sentiment d'urgence, c'est souvent assez rigolo, c'est la partie Fun and Games. Puis là, à partir de la moitié, là, on essaye un truc, il y a une victoire apparente, on croit que le patient est sauvé, et au moment de la deuxième pause pub, patatras, tout s'effondre, non, c'était une fausse piste. On croyait avoir trouvé un bon truc dans le domicile du patient, c'était une fausse piste. Et là, le ventre de la baleine, le patient s'enfonce. Ils essayent un plan B, ça marche pas, un plan C, ça marche pas, un plan D, ça marche pas. Le patient s'enfonce systématiquement. Jusqu'à l'illumination, où House arrive d'extrême justesse à le sauver. Alors qu'est-ce qu'on a comme... ça c'est structurel. Qu'est-ce qu'on a comme élément récurrent visuel? Je vous ai parlé du walk and talk. Il y avait beaucoup ça dans l'urgence aussi. Hein. Des longs plans séquences en steadicam, on suivait les médecins dans les couloirs. Là, on a House qui marche dans les couloirs, la caméra recule en travelling arrière, et comme ça nous change un petit peu. C'est plus dynamique que les scènes de diagnostic différentiel où ils sont dans une pièce en champ contre champ. Là, il y a un peu de mouvement. Ça permet de dynamiser le truc. Et après la phase d'illumination, à la toute fin, vous avez une chanson. Ça, il y a plein de séries qui font ça. L'épilogue, c'est une chanson. J'appelle ça le coda blues, parce que c'est souvent un truc mélancolique. Où les personnages méditent un peu sur l'aventure qu'ils ont vécue. Alors on va retrouver House tout seul chez lui en train de jouer du piano, ou Cuddy, je sais pas, en train de faire la vaisselle, en train de repenser à l'aventure qu'elle vient de vivre, ou Cameron qui rentre chez elle, toute triste. C'est souvent un peu ambiance mélancolique. Mais il y a une chanson qui fait le lien entre tout ça. Et pour ce qui est des dialogues avec les lignes A et les lignes B qui s'entrecroisent, la ligne B étant très souvent un truc anecdotique, incongru, et la ligne A, l'intrigue personnelle. Il y a beaucoup ça dans les séries d'un monsieur qui s'appelle Aaron Sorkin, qui a écrit Social Network pour David Fincher, et surtout qui à la télévision a écrit À la Maison Blanche, The West Wing, et puis The Newsroom. Voilà, qui sont deux bonnes séries. Et... Alors...